Attira son attention n'était pas sa présence, mais l'intensité avec laquelle elle dessinait dans un cahier défraîchi. « Monsieur, pouvez-vous m'aider à acheter un cadeau pour ma mère ?» dit-elle. Philippe ne la regarde même pas. Il a déjà vu ce genre de scène auparavant et poursuit son chemin, ignorant la supplique. Cependant, les jours suivants, la petite fille est toujours là, assise sur le même banc, dessinant sans cesse. Quelque chose dans la répétition de la scène le dérange. Il décide de s'approcher. « Qu'est-ce que tu dessines avec tant de dévouement ?»« Le cadeau de ma mère. Comme je ne peux rien acheter, je fais de mon mieux pour elle. » Ému, Philippe prend l'un des dessins. Il y voit un grand hôtel illuminé, une femme souriante à la réception et une petite fille à ses côtés. Le détail qui le déconcerte, il figure lui-même dans la scène. Quelque chose remue en lui. Pour la première fois depuis des années, il ressent une pointe de curiosité authentique. Il y avait quelque chose dans ses traits enfantins, mais précis, qui le transportait vers un lieu éloigné de sa réalité quotidienne. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il en lui rendant le dessin. « Emma Dubois » répondit la petite fille, sans détourner les yeux de son travail. « Et vous, vous êtes Philippe Valmont. Tout le monde connaît le propriétaire des beaux hôtels. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup en tant que débutants. Maintenant, poursuivons. » Philippe haussa un sourcil, surpris d'être reconnu par une enfant de la rue. Il s'assit sur le banc, maintenant une distance respectueuse. « Et ta mère, où est-elle ?»« Au travail, » répondit Emma sans hésiter. « Elle nettoie des maisons à Neuilly, mais aujourd'hui elle est à Passy. Et tu ne devrais pas être à l'école, j'ai cours seulement l'après-midi. Le matin, je reste ici à attendre, parce qu'on ne peut pas se payer une nounou. » Philippe consulta sa montre. Il avait encore 20 minutes avant sa réunion. Quelque chose dans cette situation l'intriguait, et il ne pouvait tout simplement pas se lever et partir. Il y avait une dignité dans la posture de la petite fille, une détermination qui ne cadrait pas avec la fragilité apparente de sa situation. « Pourquoi as-tu dessiné un hôtel ?» demanda-t-il. Emma leva enfin les yeux de son cahier. C'étaient des yeux sombres et profonds, d'une maturité déconcertante. « Parce que ma mère rêve d'y retourner travailler. Elle dit que c'était le meilleur emploi qu'elle ait jamais eu, avant que tout change. » « Ta mère travaillait dans un hôtel ?»« Dans votre hôtel, » répondit-elle avec un sourire triste. « Le grand horizon. Elle était la meilleure réceptionniste. Tout le monde le disait. Jusqu'au jour où... » La petite fille s'arrêta brusquement, comme si elle en avait trop dit. Philippe sentit une inquiétude grandir en lui. Son téléphone vibra dans sa poche, probablement Isabelle, sa secrétaire, lui rappelant la réunion. Mais il l'ignora. « Jusqu'au jour où... » insista-t-il. Emma ferma lentement son cahier, le rangeant dans son sac à dos usé. « Je dois aller à l'école maintenant. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, monsieur Valmont. » Elle se leva avec une formalité qui semblait répétée et commença à marcher en direction de la station de métro. Philippe resta assis, l'observant s'éloigner. Quelque chose dans l'histoire de la petite fille le dérangeait profondément, comme une pièce mal placée dans un puzzle qu'il ne savait même pas qu'il assemblait. Il arriva en retard à la réunion ce jour-là. Quelque chose d'inédit dans sa carrière. Les actionnaires remarquèrent à son regard distant, pendant qu'il discutait de l'expansion du réseau vers la Côte d'Azur. Marcel Durand, son vice-président et ami d'université, lui demanda si tout allait bien, ce à quoi Philippe répondit par un vague signe de tête. Le soir, dans son appartement vide et impeccable, Philippe ne pouvait s'empêcher de penser à la petite fille de la place et à sa mère, une ex-employée dont il ne se souvenait même pas. Il y avait quelque chose de troublant dans le fait qu'une enfant le connaisse alors qu'il n'avait aucune idée de qui était sa mère. Le lendemain matin, contrariant sa routine méticuleusement planifiée, Philippe passa à nouveau par la place de la Concorde. Emma était là, sur le même banc avec le même cahier ouvert. Il s'approcha, tenant 2 gobelets de chocolat chaud qu'il avait achetés en chemin. « Bonjour, Emma. Tu acceptes un chocolat ?» La petite fille regarda le gobelet avec méfiance, mais l'accepta avec un merci presque inaudible. « Ta mère s'appelle... » tenta Philippe, s'asseyant à nouveau à côté d'elle. « Sophie Dubois. » Philippe prit son téléphone et appela Isabelle. « J'ai besoin que vous vérifiez quelque chose pour moi. Une ancienne employée du Grand Horizon, Sophie Dubois. Je veux savoir quand elle a travaillé chez nous et pourquoi elle est partie. »
Quelques minutes plus tard, le téléphone vibra avec un message de sa secrétaire. Sophie Dubois, réceptionniste de 2016 à 2018, licenciée pour faute grave après un incident avec un client. Voulez-vous le rapport complet? Le visage de Philippe se durcit. Faute grave? Quel genre d'incident justifierait une mesure aussi sévère contre une employée? Qu'est-il arrivé à ta mère à l'hôtel, Emma? La petite fille cessa de dessiner, les yeux soudain embués. Elle ne me raconte jamais tout. Elle dit qu'elle m'expliquera quand je serai plus grande. Mais je l'ai entendue pleurer de nombreuses nuits, parlant au téléphone avec ma tante. Je sais qu'un homme important l'a accusée de vol, mais elle n'a jamais rien volé. Ma mère est la personne la plus honnête du monde. Philippe sentit un nœud dans l'estomac. Il n'était pas rare que des employés soient accusés de petits vols dans des hôtels de luxe. Parfois à raison, d'autres fois non. Mais généralement, ces situations étaient résolues discrètement, sans grand traumatisme. Et qu'est-il arrivé après qu'elle ait quitté l'hôtel? Nous sommes restés sans logement pendant un moment, dit Emma avec une naturalité effrayante. Nous avons habité chez ma tante Julie à Montreuil pendant quelques mois. Puis maman a trouvé un travail comme femme de ménage et nous avons loué une petite chambre à Saint-Denis. Maintenant, nous allons mieux. Nous avons un petit appartement à Aubervilliers. Philippe resta silencieux, traitant l'information. 2 réceptionnistes dans l'un des meilleurs hôtels de Paris à femmes de ménage vivant en banlieue. Que s'était-il exactement passé avec Sophie Dubois? « Tu veux voir mon dessin d'aujourd'hui » demanda Emma, brisant le silence. Elle retourna son cahier. Le dessin montrait Sophie dans un élégant uniforme, derrière le comptoir de la réception de l'hôtel. Son visage rayonnait de bonheur et de fierté. Maman dit que ce fut la période la plus heureuse de sa vie, de travailler là-bas. Elle étudiait l'anglais le soir pour pouvoir servir les étrangers. Elle économisait pour faire des études de tourisme. Philippe sentit une douleur dans sa poitrine. Combien d'histoires comme celle-là existaient derrière les visages anonymes qui travaillaient dans ces hôtels? Combien de rêves interrompus? Combien de vies impactées par des décisions qui, pour lui, n'étaient que des chiffres sur une feuille de calcul? « Emma, puis-je te rendre visite à toi et ta mère un de ces jours ?» La petite fille le regarda avec méfiance. « Pourquoi? Je veux mieux comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que je peux aider. »« Maman n'aime pas la charité, » répondit Emma avec une fermeté surprenante pour quelqu'un d'aussi jeune. Elle dit que la dignité ne s'achète pas. Philippe sourit, véritablement impressionné par la maturité de la fillette. « Je n'offre pas la charité, Emma. Je m'intéresse à l'histoire de ta mère. Si quelque chose d'injuste est arrivé, je dois savoir. » Emma hésita un moment, puis arracha une feuille de son cahier et écrivit une adresse et un numéro de téléphone. « Dimanche est le seul jour où elle ne travaille pas, » dit la petite fille en lui tendant le papier. « Mais je ne promets rien. Elle n'aimera pas savoir que nous avons parlé. » Philippe mit le papier dans la poche de sa veste et prit congé d'Emma. En marchant vers son bureau, il se sentait étrangement léger, comme s'il avait pris une décision importante sans même s'en rendre compte. Pendant toute la semaine, Philippe ne parvint pas à sortir Sophie et Emma Dubois de son esprit. Il demanda à Isabelle de récupérer tout l'historique de l'affaire, rapport d'incident, témoignages, enregistrement de sécurité, tout ce qui pourrait éclaircir l'incident qui avait abouti au licenciement pour faute grave. Le vendredi, enfermé dans son bureau, il regarda les images de sécurité datées du 17 octobre 2018. La vidéo montrait Sophie, une jeune et belle femme d'environ 30 ans, abordée agressivement par un homme d'âge moyen dans le hall de l'hôtel. L'homme gesticulait et pointait quelque chose dans sa main. Cela semblait être un portefeuille. Sophie maintenait une posture professionnelle, mais son visage montrait de l'angoisse. Quelques instants plus tard, Rémi Mercier, alors directeur de l'hôtel, apparaissait avec 2 agents de sécurité. Après une brève conversation, Sophie était escortée hors des lieux, visiblement bouleversée. Le rapport d'incident expliquait la situation dans un langage froid et bureaucratique. Employé accusé de vol de portefeuille par un client VIP, monsieur Alfonso Portinari, homme d'affaires italien. Objet retrouvé ultérieurement en possession de l'employé. Licenciement pour faute grave appliqué conformément à la politique de tolérance zéro pour les délits contre les clients. Philippe sentit la colère monter en lui. Quelque chose dans cette histoire n'avait pas de sens. Il continua d'enquêter et découvrit, dans un addendum au rapport, que le portefeuille avait été trouvé dans le casier de Sophie dans le vestiaire du personnel, un lieu facilement accessible à n'importe qui.
Il n'y avait pas d'empreinte digitale, pas de caméra dans le vestiaire, ni aucune preuve concrète autre que la parole du client contre celle de l'employé. Plus troublant encore fut de découvrir qu'Alfonso Portinari était un investisseur important dans l'expansion internationale du réseau Horizon à cette époque. Perdre son soutien aurait pu coûter des millions. Et le directeur Rémi Mercier avait été promu 3 mois après l'incident, assumant la direction régionale, poste qu'il occupait encore aujourd'hui. Le dimanche, Philippe conduisit sa propre voiture jusqu'à l'adresse qu'Emma lui avait donnée. Le contraste avec sa réalité ne pouvait être plus grand, du 16e arrondissement à Aubervilliers, du penthouse de 400 mètres carrés à l'immeuble simple de logements sociaux. Il gara discrètement sa Porsche à quelques rues de distance et marcha jusqu'à l'immeuble sans ascenseur. Il monta 4 volets d'escalier et trouva l'appartement 42. Il respira profondément avant de sonner. Le bruit de pas précipités fut suivi par la voix enfantine d'Emma. « Qui est-ce » ? « Philippe Valmont. » Silence. Puis le bruit d'une discussion étouffée. Finalement, la porte s'ouvrit. Sophie Dubois se tenait devant lui, plus âgée que sur les images de sécurité, mais toujours une belle femme. Les mêmes yeux intenses que sa fille le regardaient avec un mélange de surprise et d'hostilité. « Que voulez-vous » Sa voix était ferme, ne montrant pas le moindre signe d'intimidation face à son ancien patron. « Discutez, répondit simplement Philippe, de ce qui s'est passé en 2018. Sophie croisa les bras, bloquant partiellement l'entrée. « Après 5 ans, vous apparaissez pour discuter ? Pourquoi » Philippe aperçut Emma partiellement cachée derrière sa mère, l'observant avec expectative. « Parce que votre fille m'a fait voir quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant. » Sophie hésita, regardant Emma avec une expression qui mêlait confusion et inquiétude. Finalement, elle ouvrit davantage la porte. 15 minutes. Nous n'avons pas plus que ça. L'appartement était petit, mais impeccablement organisé. Salon et cuisine combinés, 2 minuscules chambres et une salle de bain. Sur les murs, des dessins encadrés d'Emma, tous montrant des scénarios de prospérité. De belles maisons, des paysages ensoleillés, des personnes souriantes. Votre fille a beaucoup de talent, commenta Philippe, observant les illustrations. Je ne suis pas venu de si loin pour entendre des compliments sur ma fille, répondit Sophie, lui indiquant une simple chaise pour qu'il s'assoie. Que voulez-vous vraiment, monsieur Valmont ? Philippe la regarda directement. Je veux connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là, quand vous avez été accusé de vol. Le visage de Sophie se durcit. Pourquoi ? Pour soulager votre conscience ? Ou y a-t-il un procès dont je ne suis pas au courant et vous essayez de prendre les devants ? Rien de tout cela. Je suis ici parce que, après avoir revu les enregistrements et les rapports, j'ai réalisé que quelque chose ne va pas. Et j'ai besoin de savoir ce qui s'est réellement passé. Sophie s'assit en face de lui, tandis qu'Emma alla dans la chambre, obéissant à un regard silencieux de sa mère. Je pensais que le grand Philippe Valmont ne s'impliquait pas dans les petits problèmes opérationnels, dit-elle avec une pointe d'amertume dans la voix. N'est-ce pas ce que vous disiez lors des réunions générales, que vous déléguiez pour ne pas vous perdre dans les détails ? Philippe sentit le coup. C'était exactement ce qu'il prêchait, une gestion par résultat, sans implication émotionnelle dans les opérations quotidiennes. C'est vrai. Et c'était peut-être ma plus grande erreur, admit-il, se surprenant lui-même par sa sincérité. Que s'est-il réellement passé ce jour-là, Sophie ? Elle respira profondément, comme quelqu'un qui a enfin la chance de raconter une histoire longtemps réprimée. Alfonso Portinari, le client italien. Il était logé dans la suite présidentielle depuis 3 jours. Le matin de l'incident, il est venu à la réception visiblement perturbé, m'accusant d'avoir volé son portefeuille lorsque j'étais allé livrer un document dans sa chambre la veille au soir. « Et vous étiez allé dans sa chambre ?»« Oui, pour apporter une correspondance urgente. »« Procédure standard, » expliqua Sophie. Ce qui n'était pas standard, c'était la façon dont il m'a reçu, en peignoir, m'offrant un verre de vin et suggérant que je profite de la vue de la suite. J'ai poliment refusé, et je suis sorti aussi vite que possible. Philippe sentit son estomac se nouer. Il a fait une avance et vous avez refusé. Exactement. Le lendemain matin, il est apparu avec l'histoire du portefeuille volé. Quand j'ai nié, il a exigé de parler à la direction. Rémi Mercier est arrivé, a écouté sa version et sans me donner la chance de me défendre, a autorisé les agents de sécurité à fouiller mon casier. Miraculeusement,
Le portefeuille était là, avec tout l'argent et les documents intacts, dit Sophie avec un rire amer. Quel genre de voleur vole un portefeuille et le garde dans son propre casier sans rien prendre? Philippe ferma les yeux un moment, visualisant la scène. C'était évident maintenant. Portinari avait placé le portefeuille dans le casier de Sophie comme vengeance pour son rejet. Pourquoi n'avez-vous pas contesté le licenciement? Vous auriez pu poursuivre l'hôtel, exiger les enregistrements des caméras du couloir. Avec quel argent, monsieur Valmont? L'interrompit Sophie. J'étais mère célibataire. Je gagnais à peine plus que le SMIC. Rémi m'a offert 2 options. Partir immédiatement avec une lettre de recommandation neutre ou contester et faire face non seulement au licenciement pour faute grave, mais aussi à une possible accusation criminelle. Et vous avez choisi de partir. Pour Emma, confirma Sophie, sa voix tremblant finalement un peu. Je ne pouvais pas risquer. Je suis parti avec les vêtements que je portais et une tache sur mon CV qui m'empêchait de trouver un autre emploi dans l'hôtellerie. J'ai essayé dans tous les hôtels de Paris, mais la nouvelle s'était répandue. Personne n'embauche une réceptionniste accusée de vol. Le silence qui suivit fut lourd, brisé seulement par le son distant d'Emma manipulant quelque chose dans la chambre. « Et Rémi Mercier ?» demanda finalement Philippe. « Pensez-vous qu'il connaissait la vérité ?»« J'en suis certaine, » répondit Sophie sans hésiter. Il négociait avec Portinari un investissement de plusieurs millions dans la nouvelle unité de Nice. L'Italien était plus important que n'importe quel employé. Philippe ressentit une vague de honte et de colère. Son hôtel, son entreprise, son nom associé à une injustice aussi flagrante. Et lui, trop occupé avec des tableaux et des réunions stratégiques, n'avait même pas pris connaissance de l'affaire. « Sophie, commença-t-il mais fut interrompu. « Je n'ai pas besoin d'excuses, monsieur Valmont, dit-elle en se levant. J'ai survécu, j'ai reconstruit ma vie. Emma va bien, elle a une école décente, de la nourriture sur la table. Ce n'est pas la vie dont j'ai rêvé, mais elle est digne. Je veux réparer cela, dit Philippe se levant également. Vous pouvez revenir à l'hôtel avec une promotion, ou si vous préférez, je peux vous offrir une indemnisation pour le préjudice moral et professionnel. » Le regard de Sophie le fit s'arrêter au milieu de sa phrase. « Vous pensez vraiment que cela résout le problème? Que l'argent efface 5 ans de lutte ?» Elle marcha jusqu'à la porte, l'ouvrant. « Vos 15 minutes sont écoulées, monsieur Valmont. » Philippe prit une carte de visite et la posa sur la table. « Réfléchissez-y. Appelez-moi si vous changez d'avis. » En sortant de l'appartement, Philippe trouva Emma debout dans le couloir, tenant un nouveau dessin. Elle le lui remit sans rien dire. Il y vit ce qui semblait être une version idéalisée de ce qui venait de se passer. Lui, Sophie et Emma souriant, main dans la main, devant ce qui semblait être l'entrée d'un hôtel. « C'est ce que je voudrais qu'il se passe, » dit simplement la petite fille. Maman retournant au travail qu'elle aimait. Philippe plia soigneusement le dessin et le mit dans sa poche. « Je ferai de mon mieux, Emma. Je te le promets. » Sur le chemin du retour, Philippe ne pouvait s'empêcher de penser. L'histoire de Sophie n'était que la pointe de l'iceberg. Combien d'autres employés avaient été victimes d'injustice au nom du profit et des convenances? Combien de vies avaient été impactées par des décisions prises dans des salles de réunion climatisées, par des personnes qui n'auraient jamais à en affronter les conséquences? Le lundi, il convoqua une réunion extraordinaire avec la direction. Rémi Mercier était présent, confortablement installé dans son fauteuil de directeur régional, complètement inconscient de l'ouragan qui allait le frapper. « Mesdames, messieurs, » commença Philippe, inhabituellement sérieux, « nous devons parler de quelque chose de fondamental, l'intégrité. » Les directeurs échangèrent des regards confus. Il n'était pas courant que Philippe commence les réunions par des discours sur les valeurs. « J'ai récemment reçu des informations concernant une affaire survenue en 2018, impliquant une employée de l'unité du centre et un client VIP. » Le visage de Rémi pâlit visiblement. « Philippe, si tu parles de l'affaire Portinari, cela a été résolu conformément aux politiques de l'entreprise, » s'empressa-t-il de dire. Le client avait raison, l'employé... « Tais-toi, Rémi. » La voix de Philippe trancha l'air comme une lame. « J'ai revu les enregistrements. J'ai enquêté sur l'affaire. J'ai parlé personnellement avec Sophie Dubois. Je sais exactement ce qui s'est passé. » Un silence sépulcral s'empara de la salle. Philippe poursuivit. « Nous avons permis à un client de harceler une employée, et quand elle l'a rejeté, nous avons accepté sa version sans la remettre en question.
Nous avons licencié une professionnelle exemplaire sur la base d'une fausse accusation. Et ensuite, nous l'avons empêchée de travailler dans son domaine, détruisant sa carrière. Rémi tenta d'intervenir à nouveau. « Philippe, tu ne comprends pas. Portinari négociait un investissement de 20 millions d'euros. Je sais, compléta Philippe. Et tu as sacrifié la dignité d'une employée pour cela. Tu as vendu ton intégrité, Rémi. Et tu as vendu la mienne aussi, car cela s'est produit sous ma gestion, dans mon entreprise. » Les autres directeurs observèrent la scène, stupéfaits. Ils n'avaient jamais vu Philippe aussi bouleversé. « À partir d'aujourd'hui, poursuivit-il, nous mettons en œuvre des changements. Premièrement, Rémi Mercier est démis de ses fonctions avec effet immédiat. » Rémi se leva rouge de colère. « Tu ne peux pas faire ça. Je travaille ici depuis 15 ans. J'ai triplé le chiffre d'affaires de la région. Et en échange, je t'ai donné le pouvoir de détruire des vies, » répliqua Philippe. « Rassemble tes affaires et sors. Le service juridique te contactera pour les procédures formelles. » Après le départ tumultueux de Rémi, Philippe se tourna vers les autres directeurs. Deuxièmement, nous créons le programme Dignité and Respect, un canal direct pour que les employés signalent tout type de harcèlement ou d'injustice, sans crainte de représailles. Troisièmement, je veux une révision complète de tous les cas de licenciement pour faute grave au cours des 10 dernières années. Si nous trouvons d'autres injustices, nous les réparerons. Isabelle, qui prenait frénétiquement des notes, leva la main. Et concernant le cas spécifique de Sophie Dubois, Philippe respira profondément. Je lui offre de retrouver son emploi, avec une promotion au poste de directrice des relations clients. Si elle accepte. Si elle n'accepte pas, une indemnisation substantielle et des excuses publiques de l'entreprise. De plus, nous allons créer un programme de bourse d'études pour les employés, en commençant par une bourse complète pour que Sophie termine sa formation en tourisme. Les directeurs se regardèrent, visiblement préoccupés par l'impact financier des mesures. Marcel Durand, le vice-président, fut le premier à s'exprimer. « Philippe, je comprends ton indignation, mais nous devons penser aux actionnaires. Ce type de programme, les indemnisations, la possible répercussion négative, tout cela peut affecter la valeur des actions. » Marcel a raison, acquiesça Florence Rivière, directrice financière. Nous sommes au milieu des négociations pour l'expansion vers la Côte d'Azur. Toute instabilité peut éloigner les investisseurs. Philippe regarda chacun d'eux, percevant pour la première fois l'abîme entre sa vision renouvelée et la mentalité cristallisée de son équipe. « Mesdames, messieurs, la valeur réelle d'une entreprise ne se mesure pas seulement par des chiffres dans un bilan, » répondit-il calmement. « Si nous construisons notre succès au détriment de la dignité de nos collaborateurs, quel genre de succès est-ce ?» La réunion se termina dans un climat mêlant confusion et appréhension. Philippe savait qu'il avait initié une révolution interne, mais il n'avait aucune idée de l'ampleur de la résistance qu'il allait rencontrer. Cet après-midi-là même, il appela Sophie. Après avoir expliqué les changements qu'il mettait en œuvre, il fit l'offre formelle. « Je veux que vous reveniez, Sophie, en tant que directrice des relations clients. Salaire 3 fois plus élevé qu'avant, bourse d'études complète et autonomie pour mettre en œuvre des politiques de respect envers les employés. » Le silence à l'autre bout de la ligne se prolongea pendant quelques secondes. « Pourquoi faites-vous cela, monsieur Valmont ?» La voix de Sophie était prudente. Est-ce du remords, de la culpabilité, ou simplement une tentative de nettoyer votre image? Peut-être un peu de tout cela, admis. Honnêtement, Philippe, mais principalement parce que votre fille m'a montré quelque chose que j'avais oublié. Que derrière chaque décision d'entreprise, il y a des personnes réelles, avec des rêves et de la dignité. « J'ai besoin de réfléchir, » répondit Sophie. « Ce n'est pas une décision simple. Je comprends. Prenez le temps qu'il vous faut. » Dans les jours qui suivirent, Philippe affronta la première vague de résistance au sein de l'entreprise. Un groupe d'actionnaires, dirigé par le propre père de Philippe, Henri Valmont, convoqua une réunion extraordinaire du conseil. L'accusation, gestion téméraire et décision qui pourrait compromettre la santé financière de l'entreprise. « Fils, qu'est-ce qui te prend ?» demanda Henri sur un ton de franche déception. « Licencier Rémi Mercier, créer des programmes d'assistance, tout ça à cause d'une femme de ménage quelconque. »« Réceptionniste, papa, » corrigea Philippe, sentant la colère monter. Une réceptionniste injustement licenciée après avoir été harcelée. « Et alors »
répliqua Henri à la surprise de tous. Ça arrive tout le temps, dans toutes les entreprises. C'est le prix à payer pour faire des affaires dans le monde réel. Tu crois que j'ai construit cet empire en étant gentil? Philippe regarda son père, le voyant sous un nouveau jour. Non, papa, tu l'as construit en sacrifiant des personnes, et j'ai poursuivi ton héritage, sans me poser de questions. Mais maintenant, je me pose des questions. Henri donna un coup de poing sur la table. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Les actionnaires les sont en panique. Les actions ont déjà chuté de 3% depuis que la nouvelle du licenciement de Rémi a fuité. Laisse-les chuter, répondit Philippe avec un calme surprenant. Je préfère une entreprise plus petite et intègre qu'un empire construit sur des injustices. La réunion se termina par un ultimatum. Soit Philippe reconsidérait ses décisions, soit le Conseil voterait son maintien à la présidence lors de la prochaine assemblée. Pour la première fois de sa carrière, Philippe faisait face à la possibilité réelle de perdre le contrôle de l'entreprise dont il avait hérité. Sophie répondit finalement à la proposition 3 jours plus tard. Elle acceptait de revenir, mais avec une condition. En plus du poste offert, elle voulait mettre en œuvre personnellement le programme de dignité et respect, avec l'autonomie nécessaire pour enquêter et réparer d'autres cas similaires aux siens. « Je ne veux pas seulement ma justice », expliqua-t-elle par téléphone. « Je veux garantir que personne d'autre ne passe par ce que j'ai vécu. » Philippe accepta immédiatement. Quelque chose dans la détermination de Sophie l'impressionnait profondément. Cette femme, qui avait affronté tant de difficultés à cause d'une injustice de son entreprise, ne cherchait pas la vengeance ou une compensation personnelle. Elle voulait un changement systémique. Le lendemain, des titres sensationnalistes apparurent dans les principaux portails d'information économique. L'héritier du réseau Horizon provoque une révolution interne après un scandale. Les actions d'Horizon Hôtel chutent avec l'annonce d'un programme social. Rémi Mercier, ex-directeur d'Horizon, poursuit l'entreprise pour préjudice moral. La crise d'image s'intensifia lorsque Rémi, dans une interview exclusive, accusa Philippe de ruiner une entreprise solide à cause d'une crise de conscience sociale. Les investisseurs commencèrent à questionner publiquement la santé mentale du PDG et sa capacité à diriger l'entreprise. Au milieu de la tempête, Philippe reçut un appel téléphonique inattendu. Alfonso Portinari, l'homme d'affaires italien impliqué dans l'affaire de Sophie, souhaitait une réunion urgente. Philippe accepta, curieux d'entendre la version de l'homme qui avait causé tant de dommages. Portinari apparut dans le bureau de Philippe, accompagné de 2 avocats. À 65 ans, il était l'image de l'homme d'affaires européen prospère. Cheveux grisonnants parfaitement taillés, costume italien sur mesure, posture impeccable. « Monsieur Valmont, allons droit au but », commença-t-il, avec son accent marqué. « J'ai appris que vous rouvrez le dossier de cette employée, Sophie Dubois. C'est une erreur. » Philippe resta impassible. Pourquoi serait-ce une erreur de corriger une injustice? Portinari échangea des regards avec ses avocats avant de continuer. Parce que cela ouvrirait un précédent dangereux. Si chaque entreprise décidait d'enquêter sur toutes les petites discordances du passé, le système entier s'effondrerait. « Discordance ?» répéta Philippe, incrédule. « Vous avez planté un portefeuille dans le casier d'une employée innocente parce qu'elle a rejeté vos avances. Ce n'est pas une discordance, monsieur Portinari. C'est du harcèlement suivi de vengeance. » L'Italien ajusta sa cravate, visiblement mal à l'aise. « Écoutez, je ne suis pas venu ici pour discuter du passé. Je suis venu offrir une solution. Le groupe Portinari est disposé à augmenter son investissement dans le réseau Horizon de 100 millions d'euros à condition que cette affaire soit classée discrètement. » Philippe ressentit un mélange de dégoût et de clarté. C'est ainsi que fonctionnait le monde des affaires. De l'argent pour couvrir des injustices, plus d'argent pour faire taire les victimes. Je ne suis pas intéressé par votre argent, monsieur Portinari. En fait, je résilie tous les contrats du réseau Horizon avec votre groupe, avec effet immédiat. Le visage de l'Italien se transforma en un masque de fureur. Vous allez le regretter, Valmont. J'ai des amis puissants. Je peux détruire votre réputation d'un seul coup de fil. Philippe se leva calmement. Faites ce que vous jugez nécessaire, mais sachez que, si vous tentez quoi que ce soit contre moi ou contre Sophie Dubois, j'ai les enregistrements de sécurité de l'hôtel. Les complets, y compris ceux du couloir de la suite présidentielle, qui montrent clairement votre comportement cette nuit-là. J'imagine que votre épouse et vos actionnaires adoreraient voir ces images. C'était un bluff,
Philippe n'était pas certain que de tels enregistrements existaient encore, mais l'effet fut immédiat. Portinari pâlit, se leva brusquement et sortit sans rien dire de plus, suivi par ses avocats déconcertés. Le retrait du groupe Portinari des investissements du réseau Horizon fut annoncé le lendemain, provoquant une nouvelle chute des actions et intensifiant la pression des actionnaires. L'assemblée extraordinaire pour décider de l'avenir de Philippe à la présidence fut avancée à la semaine suivante. Pendant ce temps, Sophie assuma son nouveau poste avec une détermination impressionnante. En quelques jours seulement, elle avait complètement réorganisé le département du service client et commencé à cartographier d'autres cas similaires aux siens. Emma, désormais visiteuse assidue du bureau central après l'école, s'était transformée en une sorte de mascotte informelle du programme Dignity and Respect, illustrant affiches et brochures avec ses dessins inspirants. La veille de l'assemblée décisive, Philippe invita Sophie et Emma à dîner dans son appartement. Il voulait qu'elle rencontre sa mère, Claire Valmont, qui était revenue précipitamment d'un voyage en Europe en apprenant la crise. Claire, une élégante dame de 70 ans, reçut les invités avec une cordialité authentique qui surprit Sophie. « Alors c'est vous la femme qui a fait que mon fils regarde enfin au-delà des chiffres », dit-elle, tenant les mains de Sophie entre les siennes. Je commençais à perdre espoir que cela arrive un jour. Pendant le dîner, servi sur la terrasse avec vue sur la ville illuminée, Claire partagea des histoires que Philippe n'avait jamais entendues, sur la façon dont elle-même avait travaillé, comme femme de chambre dans des hôtels avant de rencontrer Henri, sur les difficultés qu'elle avait rencontrées en tant que femme dans un environnement dominé par les hommes, sur la façon dont elle avait toujours essayé d'influencer son mari puis son fils à voir le côté humain des affaires. Henri était un visionnaire, mais un homme de son temps, expliqua-t-elle, tandis qu'Emma dessinait silencieusement dans un coin. Il croyait que les affaires et les sentiments ne devaient pas se mêler. Philippe a grandi en entendant cela. Sophie observait l'interaction entre la mère et le fils avec intérêt. « Et vous, que croyez-vous » Claire sourit, un sourire fatigué mais déterminé. « Je crois qu'une entreprise est comme un organisme vivant. Chaque personne qui y travaille est une cellule essentielle. Quand une cellule souffre, tout l'organisme est affecté, même s'il ne le perçoit pas immédiatement. » Philippe regarda sa mère avec une nouvelle admiration. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela avant ?»« Je l'ai dit, mon fils, plusieurs fois. Mais tu n'étais pas prêt à l'entendre. » Claire se tourna vers Emma qui s'approchait avec un nouveau dessin. « Qu'avons-nous là, ma chérie ?» Le dessin montrait tous les quatre, Philippe, Sophie, Emma et Claire, main dans la main devant ce qui semblait être la façade rénovée de l'hôtel Grand Horizon, avec une grande bannière où on pouvait lire « Programme Dignity and Respect ». « C'est l'avenir », expliqua simplement Emma. « Ce qui va se passer après que tonton Philippe aura gagné la réunion demain. » Les adultes échangèrent des regards émus. La confiance inébranlable de l'enfant contrastait avec la réalité difficile qu'ils affrontaient. Les derniers sondages internes indiquaient que Philippe perdrait probablement le vote du Conseil par une marge étroite. « Et si je ne gagne pas, Emma ?» demanda doucement Philippe. « Et s'ils doivent trouver un autre président pour l'entreprise ?» Emma inclina la tête, considérant la question avec sérieux. « Alors tu construis un autre hôtel. Un meilleur, où personne n'est maltraité. » La réponse, dans sa simplicité, enfantine, frappa Philippe comme une révélation. Oui, il y avait d'autres possibilités que de se battre pour l'entreprise familiale. Peut-être était-il temps de créer quelque chose de complètement nouveau. Le lendemain matin, Philippe arriva tôt à l'auditorium de l'entreprise où se tiendrait l'assemblée. Sophie était déjà là, organisant une présentation des premiers résultats du programme Dignity and Respect, un rapport préliminaire qui identifiait au moins 12 autres cas d'employés injustement licenciés ou lésés au cours des 5 dernières années. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle, remarquant l'expression sereine de Philippe. « Comme jamais auparavant », répondit-il, la surprenant avec un sourire tranquille. « Quel que soit le résultat, nous avons fait ce qui était juste. » Les actionnaires commencèrent à arriver, suivis par des journalistes et des cadres de l'entreprise. Henri Valmont entra en dernier, accompagné de Marcel Durand et d'autres alliés. Ils s'assirent au premier rang, directement en face de la tribune où Philippe ferait sa défense. L'assemblée commença par la lecture formelle de l'ordre du jour. Évaluation de la continuité de Philippe Valmont à la présidence du réseau Horizon Hôtel en raison des décisions récentes qui compromettaient potentiellement la santé financière
et la réputation de l'entreprise. Philippe fut appelé à présenter sa défense. En montant à la tribune, il remarqua Claire, Sophie et Emma assises discrètement au fond de l'auditorium. Emma leva le pouce en un geste d'encouragement qui le fit sourire. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, sa voix claire et ferme résonnant dans l'auditorium silencieux. Nous sommes ici pour décider non seulement de l'avenir d'un président, mais de l'avenir d'une entreprise. La vraie question que nous devons nous poser est « Quel type d'entreprise voulons-nous être ?» Un murmure parcourut la salle. Philippe continua. « Pendant des années, je me suis guidé exclusivement par des chiffres. Profit, expansion, retour pour les actionnaires. Et nous avons réussi, sans aucun doute. Le réseau Horizon est aujourd'hui l'un des plus grands du pays, avec une projection internationale. » Il fit une pause, regardant directement son père. « Mais à quel prix ? Ces derniers jours, j'ai découvert que notre entreprise a une histoire sombre d'injustice et d'abus, systématiquement dissimulés au nom du profit. Des employés dévoués injustement licenciés, des dénonciations de harcèlement ignorées, des personnes traitées comme des pièces jetables. » Le brouhaha augmenta. Henri s'agita inconfortablement dans son siège. Certains diront que c'est normal, que c'est le prix à payer pour faire des affaires. Je dis que c'est inacceptable. Et plus encore, c'est un très mauvais modèle d'affaires à long terme. Philippe fit signe à Sophie, qui se leva et marcha jusqu'à la tribune avec son rapport. Voici Sophie Dubois, injustement licenciée il y a 5 ans, et maintenant notre nouvelle directrice des relations clients et coordinatrice du programme Dignité and Respect. Elle va présenter quelques données que je considère cruciales pour notre discussion. Sophie prit le microphone avec une confiance surprenante pour quelqu'un qui, jusqu'à quelques semaines auparavant, nettoyait des maisons pour survivre. « Bonjour. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons mené une enquête préliminaire sur des cas similaires aux miens. Nous avons trouvé des preuves de 12 licenciements potentiellement injustes au cours des 5 dernières années. Mais le plus impressionnant n'est pas ces chiffres, mais l'impact financier qu'ils ont causé. » Elle activa le projecteur, montrant un graphique. Ce graphique montre le coût de remplacement des employés. Chaque fois que nous licencions injustement un professionnel expérimenté, nous dépensons en moyenne 4,5 fois son salaire annuel pour trouver, former et établir un remplaçant au même niveau de productivité. En considérant seulement les 12 cas identifiés, nous parlons d'une perte directe de près de 7 millions d'euros. Les actionnaires échangèrent des regards surpris. Sophie continua. Mais l'impact va au-delà. Les analyses de satisfaction des clients montrent une corrélation directe entre le roulement du personnel et la qualité perçue du service. Les unités avec une plus grande stabilité d'équipe ont des taux de retour de clients jusqu'à 27% supérieurs. Elle passa à la diapositive suivante. Et il y a plus. Des recherches récentes montrent que les entreprises avec des politiques solides de dignité et respect ont une valeur de marché, en moyenne, 18% supérieure à celle de concurrents de taille similaire sans ces politiques. Elles sont préférées par les investisseurs institutionnels, préoccupés par la gouvernance et la durabilité, une tendance croissante sur le marché mondial. Philippe reprit le microphone, remerciant Sophie d'un signe respectueux. Comme vous pouvez le voir, mesdames et messieurs, nous ne parlons pas seulement de faire ce qui est juste pour des raisons morales. Nous parlons de construire une entreprise véritablement durable, qui génère de la valeur à long terme. Il regarda à nouveau son père, cette fois avec fermeté. J'ai été élevé pour croire que les affaires et les valeurs humaines sont incompatibles. Je vois maintenant que, en réalité, elles sont inséparables. Une entreprise qui détruit des vies finit par se détruire elle-même, tôt ou tard. Henri Valmont se leva brusquement. « C'est des conneries !» l'interrompit-il, la voix tremblante de colère. « Tu idéalises le monde des affaires, Philippe. Ça a toujours été ainsi et ça le sera toujours. Le plus fort survit. Les faibles sont laissés pour compte. »« C'est ce type de pensée qui est laissé pour compte, papa, » répondit calmement Philippe. « Le monde change. Les consommateurs sont plus conscients, les employés plus exigeants, les investisseurs plus attentifs aux questions éthiques. » Henri secoua la tête, incrédule. « Je vais proposer le vote maintenant même. Qui est d'accord pour le départ immédiat de Philippe Valmont de la présidence du réseau Horizon ?» Plusieurs mains se levèrent, mais pas autant que Philippe l'avait prévu. Sa mère, qui détenait des actions significatives de l'entreprise, resta fermement les bras croisés.
tout comme certains jeunes actionnaires qui semblaient impressionnés par la présentation. « Qui s'oppose au départ de Philippe ?» demanda Henri, visiblement nerveux en voyant que le vote serait plus disputé qu'il ne l'imaginait. Plus de mains se levèrent. Le décompte préliminaire montrait une égalité technique. Henri regarda autour de lui, cherchant des votes manquants. C'est alors que les portes de l'auditorium s'ouvrirent, et une figure inattendue entra. Rémi Mercier, l'ex-directeur licencié par Philippe quelques jours auparavant. Tous les regards se tournèrent vers lui, alors qu'il marchait lentement jusqu'au centre de la salle. « J'ai quelque chose à dire, annonça-t-il, la voix chargée d'émotion. Je suis venu ici pour confesser que Philippe a raison. Le cas de Sophie Dubois n'était pas le seul. Pendant des années, sous la direction directe d'Henri Valmont, j'ai dissimulé des dizaines d'irrégularités similaires. » Un murmure choqué parcourut l'assistance. Henri s'avança de façon menaçante vers Rémi. « Tais-toi, traître. Tu as signé des accords de confidentialité. Des accords qui me protégeaient tant que je te protégeais. » répondit Rémi sans reculer. « Mais je ne peux plus vivre avec ça. Les dernières nuits ont été un enfer pour moi, revivant chaque injustice que j'ai aidé à perpétuer. J'ai licencié des personnes innocentes, intimidé des dénonciateurs, manipulé des rapports. » Il sortit de sa poche un dossier et le remit au secrétaire de l'Assemblée. « Voici des preuves de 23 cas au cours des 10 dernières années. Noms, dates, circumstances. Y compris des cas où M. Henri Valmont lui-même a directement ordonné le licenciement d'employés qui ont refusé de participer à des fraudes comptables ou fiscales. » L'auditorium explosa en exclamations de surprise et d'indignation. Henri, pâle, se laissa tomber sur sa chaise. Philippe, aussi surpris que tous, observait la scène incrédule. « Pourquoi fais-tu cela, Rémi ?» demanda-t-il, quand le tumulte diminua un peu. Rémi regarda Sophie, puis Philippe. « Parce que tu m'as donné quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années. La chance de me regarder dans le miroir sans honte. Ton licenciement a été la meilleure chose qui me soit arrivée, Philippe. C'était la gifle dont j'avais besoin. » Le secrétaire de l'Assemblée, après avoir rapidement vérifié le contenu du dossier, demanda l'attention. « Au vu de ces nouvelles informations, je suggère que nous reportions le vote jusqu'à ce qu'un audit indépendant puisse vérifier ces allégations. » Henri, récupérant un peu de son sang-froid, se leva. « Tout ceci est une farce, une conspiration orchestrée par Philippe pour rester au pouvoir. J'exige que le vote continue. » Mais les actionnaires ne semblaient plus aussi convaincus. L'un d'eux, représentant d'un fonds d'investissement international, prit la parole. « En tant qu'investisseur responsable, je ne peux pas voter sans analyser adéquatement ces nouvelles informations. Je soutiens le report du vote et l'embauche immédiate d'un audit indépendant. » D'autres acquiescèrent rapidement. La marée avait tourné. Un nouveau vote fut proposé pour le report de la décision sur la présidence jusqu'à la conclusion de l'audit, avec Philippe restant par intérim à son poste. La proposition fut approuvée à une large majorité. À la fin de l'Assemblée, tandis que les groupes se dispersaient en conversations animées, Philippe se retrouva seul avec son père dans un coin de l'auditorium. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il simplement. « Tout ce que Rémi a dit ?» Henri regarda son fils avec une expression difficile à déchiffrer, un mélange de colère, de honte et peut-être très subtilement une touche de soulagement. « Tu ne comprends pas. Tu ne comprendras jamais. J'ai fait ce qui était nécessaire pour construire un empire, pour te donner tout ce que je n'ai jamais eu, aux dépens de personnes innocentes, aux dépens de ce qui était nécessaire, » explosa Henri pour aussitôt baisser la voix. « Le monde n'est pas juste, Philippe. Il ne l'a jamais été. Soit tu es le loup, soit tu es l'agneau. » Philippe secoua la tête, ressentant une profonde tristesse. « Il existe d'autres voies, papa, et je vais le prouver. » Cette nuit-là, Philippe ne put dormir. Il arpentait son appartement, réfléchissant aux événements de la journée, à la révélation choquante de Rémi, à l'apparent effondrement moral de son père. Tout en quoi il avait cru était remis en question. À 3 heures du matin, il reçut un message de Sophie. « Tu as accompli quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, pas pour ce qui s'est passé à l'Assemblée, mais pour avoir initié un véritable changement. Merci d'avoir cru. » Joint au message se trouvait un nouveau dessin d'Emma. Philippe y apparaissait au centre d'un cercle formé par plusieurs personnes, toutes se tenant la main. La légende, écrite avec la calligraphie irrégulière de la petite fille, disait « Une entreprise n'est pas un bâtiment. C'est un cercle de personnes qui se soucient les unes des autres. »
Cette simple image contenait la vérité que Philippe recherchait. Son père avait tort. Nous n'étions pas obligés de choisir entre être le loup ou l'agneau. Nous pouvions choisir d'être humains, simplement humains, avec toute la complexité et la beauté que cela impliquait. Dans les mois qui suivirent, l'audit indépendant confirma la majorité des dénonciations de Rémy. Henri Valmont fut officiellement écarté du Conseil et Philippe fut confirmé à la présidence avec une large majorité. Mais la victoire, ça avait un prix personnel. Son père refusait de lui parler, le considérant comme un traître à la famille et aux valeurs qui avaient construit l'entreprise. Le programme Dignité and Respect, sous la direction de Sophie, s'étendit à toutes les unités du réseau. Les cas identifiés d'injustice furent revus un par un, avec des offres de réembauche ou d'indemnisation pour les personnes lésées. Une nouvelle politique de tolérance zéro contre le harcèlement fut mise en œuvre, avec des canaux anonymes de dénonciation et des enquêtes rigoureuses. Emma, quant à elle, obtint une bourse d'études dans la meilleure école d'art de Paris, où son talent pour le dessin s'épanouissait chaque jour. Ses œuvres continuaient à décorer le bureau central du réseau Horizon, inspirant employés et visiteurs. Un an après le début de la transformation, Philippe décida de rebaptiser l'unité du centre, où tout avait commencé avec l'injustice envers Sophie, Hôtel Horizon Dignité. La cérémonie de réinauguration compta sur la présence de tous les employés réembauchés après la révision des cas, ainsi que d'autorités et de représentants des médias. Pendant son discours, Philippe regarda l'assistance et vit un visage inattendu, son père discrètement positionné au fond de la salle. Leurs regards se croisèrent pendant un bref moment, et Philippe perçut quelque chose de différent dans l'expression de son père. Ce n'était pas de l'approbation, pas encore, mais peut-être un début de compréhension. À la fin de la cérémonie, lorsque toutes les formalités étaient terminées et que les invités commençaient à se disperser, Philippe sentit quelqu'un tirer légèrement sur sa manche. C'était Emma portant maintenant un élégant uniforme scolaire, très différent des vêtements usés d'un an auparavant. « J'ai un cadeau pour toi », dit-elle, lui remettant une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un dessin différent de tous les précédents. Il montrait Philippe et Henri Valmont, main dans la main, devant le nouvel hôtel Horizon Dignité. La légende disait simplement « ce qui va encore arriver ». « Comment sais-tu » commença à demander Philippe, regardant dans la direction où il avait vu son père quelques instants auparavant, mais il était déjà parti. « Je ne sais pas, sourit Emma avec cette sagesse mystérieuse que les enfants possèdent parfois. Mais je dessine ce que je sens qui doit arriver. Et cela doit arriver, n'est-ce pas ?» Philippe acquiesça lentement, rangeant soigneusement le dessin. Peut-être que la réconciliation avec son père était encore possible. Peut-être que le cercle pourrait se compléter. Ce soir-là, pendant la fête qui célébrait non seulement la réinauguration de l'hôtel, mais la transformation complète d'une culture d'entreprise, Philippe observait Sophie interagir avec assurance parmi les cadres et les autorités. Cette femme extraordinaire qui avait affronté tant d'adversités dirigeait maintenant une révolution silencieuse dans le monde des affaires français. Claire s'approcha de son fils, suivant son regard. « Elle est spéciale », commenta-t-elle, avec un sourire complice. « Oui, elle l'est », acquiesça Philippe. « Sophie a une force que je n'ai jamais vue auparavant, une intégrité qui ne fléchit pas. Et tu as des sentiments pour elle, ce n'était pas une question. » Philippe fut surpris par l'observation de sa mère, mais ne nia pas. « Nous apprenons encore à nous connaître. Il y a une histoire complexe entre nous, beaucoup de déséquilibres à résoudre. Je ne veux rien précipiter. » Claire acquiesça, approuvant la réponse sensée. « Le temps nous le dira, mais je ne t'ai jamais vu regarder quelqu'un comme ça auparavant. » La fête se poursuivit jusqu'à tard dans la nuit, célébrant non seulement le succès d'une entreprise, mais la naissance d'une nouvelle vision des affaires. Une vision où dignité et respect n'étaient pas des slogans vides, mais des principes fondamentaux d'opération. Quelques mois plus tard, Philippe reçut une invitation inattendue. Son père voulait le rencontrer pour un déjeuner privé. Le lieu choisi, un restaurant simple au centre-ville, loin des environnements sophistiqués que Henri fréquentait habituellement, indiquait déjà que quelque chose avait changé. À son arrivée, Philippe trouva son père déjà assis, paraissant plus vieux et plus fatigué qu'il ne s'en souvenait. « Merci d'être venu », dit Henri sans préambule. « Je ne t'aurais pas blâmé si tu avais refusé. » Philippe s'assit, remarquant que son père avait commandé de l'eau, et non le whisky qu'il buvait habituellement même pendant les déjeuners d'affaires.
Que s'est-il passé, papa? Tu sembles différent, compléta Henri avec un sourire triste. Disons que j'ai eu une expérience révélatrice, un problème de santé qui m'a fait réévaluer certaines choses. Philippe sentit un serrement au cœur. Tu vas bien? Je vais survivre, Henri fit un geste désinvolte. Mais être face à face avec sa propre mortalité fait réfléchir un homme. Sur ce qu'il a construit, sur ce qu'il laissera derrière lui. Il but une gorgée d'eau avant de continuer. J'ai passé ma vie à croire que le succès se mesurait à la taille de l'empire que l'on construit, par la peur ou le respect que ton nom inspire, par le pouvoir que tu exerces sur les autres. Philippe écoutait en silence, percevant que son père avait besoin de se confier. Mais alors j'ai vu ce que tu as fait avec l'entreprise. Comment tu l'as transformée? Et les résultats? Henri secoua la tête, encore incrédule. Les actions ont monté, la demande de franchise a augmenté, vous recevez des prix de durabilité, de gouvernance. Dignité et respect sont de bonnes affaires, papa, dit doucement Philippe. Ils l'ont toujours été. Henri acquiesça lentement. Oui, ta mère a essayé de me le dire pendant des décennies, mais j'étais trop occupé à être un homme d'affaires pour écouter la sagesse d'une femme. Le déjeuner se poursuivit avec une conversation étonnamment franche. Henri parla de regrets, des nuits d'insomnie à se remémorer des décisions discutables, de la peur que son héritage soit une entreprise construite sur l'exploitation et la peur. Je ne demande pas à revenir au conseil, précisa-t-il à la fin du repas. Mon temps est passé, mais j'aimerais mieux connaître ce programme que toi et Sophie avez créé. Peut-être que je pourrais aider d'une façon ou d'une autre. J'ai de l'expérience. Je connais des gens. Philippe sourit ému par la vulnérabilité inédite de son père. Ce serait un plaisir, papa. Sophie adorera entendre tes histoires. Et il y a tant de travail à faire. Ils sortirent du restaurant, côte à côte, pas complètement réconciliés, mais marchant dans la même direction pour la première fois depuis de nombreuses années. Cet après-midi-là même, Philippe se rendit à l'école d'art où étudiait Emma. Il attendit patiemment sur le trottoir jusqu'à la fin des cours, ressentant une étrange combinaison d'anxiété et d'anticipation. Quand la petite fille sortit, portant un dossier plein de nouveaux dessins, son visage s'illumina en voyant Philippe. « Tu es venu !» s'exclama-t-elle, courant pour l'embrasser. « Comment s'est passé le déjeuner avec ton père ?» Philippe écarquilla les yeux. « Comment ?»« Tu as ça ?» Le dessin. Emma acquiesça avec ce sourire énigmatique qui semblait garder des secrets de l'univers. « Je peux voir tes nouveaux travaux ?» demanda-t-il tandis qu'il marchait vers la voiture. La petite fille ouvrit le dossier, montrant fièrement ses créations les plus récentes. L'une d'elles attira particulièrement l'attention de Philippe. Elle le montrait lui et Sophie se tenant la main dans un jardin, tandis qu'Emma jouait avec un chien. « Nous n'avons pas encore de chien », observa la petite fille, comme si elle commentait quelque chose d'absolument normal. « Mais maman a dit que quand nous déménagerons dans la nouvelle maison, nous pourrons peut-être en adopter un. » Philippe fronça les sourcils, confus. « Nouvelle maison ?»« Celle que tu vas acheter à Neuilly, » répondit Emma avec naturel. « Celle avec la piscine et le grand jardin. » Philippe ne put s'empêcher de rire. L'imagination de cet enfant était vraiment extraordinaire. Ou était-ce autre chose? « Emma, tu penses que toi et ta mère et moi... » La petite fille rangea soigneusement ses dessins avant de répondre. « Maman t'aime bien, vraiment. Pas comme elle aime tonton Marcel, qui est juste un ami. » D'une autre façon, Philippe sentit son cœur s'accélérer. Sophie et lui s'étaient beaucoup rapprochés au cours de la dernière année, travaillant ensemble, partageant des idéaux, construisant quelque chose de significatif. Mais tous deux maintenaient une distance respectueuse, peut-être craignant de compliquer un partenariat professionnel aussi réussi. « Et qu'en penses-tu » demanda-t-il en ouvrant la portière de la voiture pour qu'Emma entre. « Je pense que nous avons besoin d'un chien, » répondit la petite fille avec une logique implacable. « Et que tu fais sourire, ma mère. » Elle ne souriait presque jamais avant. Ce soir-là, lors d'un dîner informel au nouveau siège de la Fondation Dignité and Respect, une organisation à but non lucratif créée pour étendre le travail au-delà du réseau hôtelier, Philippe trouva enfin le courage d'inviter Sophie à dîner juste tous les deux. « Comme un rendez-vous ?» demanda-t-elle directement, ses yeux intenses fixés sur les siens. « Oui, » répondit Philippe, avec une honnêteté qu'il apprenait encore à pratiquer. « Comme un rendez-vous. » Sophie sourit, un sourire qui illuminait tout son visage. Il était temps.
Emma fait des dessins à ce sujet depuis des mois. Ils rirent tous les deux, complices dans le mystère qu'était cet enfant extraordinaire qui avait, d'une façon ou d'une autre, transformé leur vie. 6 mois plus tard, la famille Dubois-Valmont emménagea dans une maison à Neuilly. Pas exactement comme dans le dessin d'Emma, la piscine était plus petite, le jardin pas si grand, mais avec suffisamment d'espace pour accueillir Thor, un labrador sauvé d'un refuge, qui devint immédiatement le meilleur ami de la petite fille. Le réseau Horizon Hôtel, rebaptisé Réseau Horizon d'Hospitalité et Dignité, s'étendait maintenant avec un modèle d'affaires complètement renouvelé. Chaque nouvelle unité intégrait des politiques avancées de respect envers les collaborateurs et de responsabilité sociale. Le programme Dignité and Respect était devenu une référence nationale, étudié dans les écoles de commerce et reproduit par d'autres entreprises. Henri Valmont, remis de son problème de santé, se consacrait maintenant à donner des conférences aux jeunes entrepreneurs sur l'éthique dans les affaires, partageant ses propres erreurs comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bien qu'il ait encore du mal à exprimer des émotions, il avait développé une relation étonnamment affectueuse avec Emma, qu'il appelait affectueusement « Papy Grincheux ». Sophie assumait officiellement la direction des ressources humaines et de la culture du réseau, avait terminé sa formation en tourisme et commençait maintenant un master en gestion durable. Son histoire de résilience inspirait des milliers de personnes, en particulier des femmes en situation de vulnérabilité. Et Emma continuait à dessiner. Ses œuvres, de plus en plus sophistiquées, avaient déjà été exposées dans de petites galeries et, selon ses professeurs, démontraient un talent exceptionnel. Mais au-delà du don artistique, c'était sa capacité à voir des possibilités là où d'autres ne voyaient que des difficultés, qui la rendait vraiment extraordinaire. Par un dimanche ensoleillé, alors que la famille se détendait dans le jardin, Sophie lisant un livre, Philippe révisant des projets pour la nouvelle, Unité à Nice, Thor somnolent à l'ombre, Emma s'approcha avec son cahier. « J'ai un nouveau dessin », annonça-t-elle, avec le sérieux qu'elle gardait en présentant ses créations. Philippe et Sophie s'approchèrent pour voir. Le dessin montrait une femme très semblable à Sophie, mais plus âgée, debout devant un bâtiment imposant qui ne ressemblait à aucun des hôtels du réseau. En dessous, la légende « Future présidente de la République ». Sophie couvrit sa bouche de ses mains entre choquée et amusée. « Emma, c'est fou. Je ne vais jamais... » « Pas encore, » corrigea calmement la petite fille. « Mais un jour, après que vous aurez transformé toutes les entreprises, ce sera le moment de transformer le pays. » Philippe sourit, embrassant les deux femmes qui avaient complètement changé sa vie. « Tu sais quoi, je n'en doute pas une seconde. S'il y a une chose que j'ai apprise ces dernières années, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir d'une femme déterminée à créer un monde meilleur. Encore moins d'eux. » Sophie l'embrassa doucement, tandis qu'Emma souriait, satisfaite. Le cercle qui avait commencé par une rencontre fortuite sur une place continuait à s'étendre, transformant non seulement une entreprise ou une famille, mais créant des vagues de changements qui atteindraient bien plus loin que n'importe lequel d'entre eux aurait pu l'imaginer. Thor aboya joyeusement, comme s'il approuvait le plan. Et dans ce jardin ensoleillé, entouré d'amour et de sens, Philippe comprit enfin ce que signifiait le véritable succès. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Philippe, Sophie et Emma a touché votre cœur. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, laissez ce like sur la vidéo et, plus important encore, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Maintenant, dites-nous, croyez-vous que les dessins d'Emma étaient simplement le fruit de son imagination ou qu'elle pouvait réellement prédire l'avenir? Laissez votre opinion dans les commentaires. Et vous, changeriez-vous quelque chose dans votre entreprise pour créer un environnement plus digne et respectueux?